Salut les terriens, aujourd'hui un journal de la Starbase un peu particulier car il se trouve être diffusé juste avant la troisième tentative de vol du Starship dont la fenêtre de tir démarre demain, jeudi 14 mars, jusqu'au lundi 18. C'est donc l'occasion de revenir un peu plus en détail sur les différentes étapes de ce vol qui s'annonce déjà épique, du moins si le S-28, ce prototype du Starship qui a décroché le rôle principal, cette fois-ci réussit à faire mieux que notre regretté S-25. D'où l'intérêt de passer en revue les similitudes ou différences notoires entre ce prochain vol et le précédent. Enfin, et pour ne pas déroger à notre rituel technique du mercredi soir, Philippe répondra à vos questions, l'occasion également de revenir un peu plus sur ce Mechazilla au pied d'argile, qui décidément n'a pas fini de faire couler de l'encre. Allez, suivez-moi, on décolle pour Boca Chica. Allez, on commence en douceur ce tour d'inspection avec cette photo d'un prototype. Le jeu consiste à trouver par qui, quand et où a été prise donc cette photo, et surtout de deviner quel est le numéro de série de ce prototype. Je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez bien sûr faire pause si vous le souhaitez, ou donner votre langue au chat, et si certains d'entre vous ont une idée, eh bien marquez-le tout de suite en commentaire, mais ne trichez pas, hein, de toute façon j'ai les noms. Allez, on arrête avec les devinettes, et si vous ne trouvez pas au passage, c'est normal, parce que c'est juste une image numérique conçue par 3D Daniel. Et ouais, ce rendu est d'un réalisme complètement bluffant. Bon, si jamais un jour vous vous rendez au Texas pour louer un Space BNB et qu'au lever de matin, de bonne heure, vous vous aperceviez comme Vixie avec effroi que la Starbase a disparu, ne vous inquiétez pas, c'est juste du brouillard. En effet, le pas de tir est situé vraiment au bord du golfe du Mexique, sur des terrains lagunaires, avec un taux d'humidité plus élevé que la moyenne. Il se peut donc qu'en fonction de l'emplacement que vous réserviez et des conditions météo, eh bien vous puissiez ne pas avoir la vue que vous aviez imaginée au départ. En tout cas, non pas que je fasse une obsession sur le fait de partir en vacances au Texas, si vous avez des bons plans, des bonnes adresses de gîtes et de couverts, eh bien je suis preneur quand même, hein. Ceci dit, c'est un peu tard pour faire nos réservations, non? En effet, le troisième vol du Starship, c'est déjà demain, ou en tout cas à partir de demain, et j'espère que vous avez réussi, entre vos différentes obligations de la semaine, à bloquer un créneau finalement pour suivre en live avec nous la troisième tentative du Starship, et ce, s'il n'y a pas de changement dès midi. Bon, entre nous, j'espère quand même que le vol aura lieu jeudi, parce que vendredi, samedi ou dimanche, je ne serai pas disponible, donc pas de live de ce côté-là. Allez, revenons à présent en détail sur les différentes étapes de ce troisième vol à venir, cette fois-ci en notant précisément leurs similitudes ou leurs différences avec le second vol. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que les dernières modifications au sein de la ferme à Ergol ne sont pas étrangères aux gros progrès accomplis par SpaceX dans sa capacité à faire le plein de ces deux étages en un temps record. Notez que pour le prochain vol, l'entreprise affirme d'ailleurs être en capacité de remplir la totalité des réservoirs de sa fusée en, tenez-vous bien, 42 minutes seulement. Et ceci est possible dorénavant grâce aux deux circuits totalement indépendants du parc à réservoir, un pour le vaisseau et un autre indépendant pour le booster, qui peuvent débiter en parallèle et donc à plein débit sans aucune déperdition. L'intérêt principal, c'est surtout de pouvoir remplir au plus près du top décollage et donc de conserver des ergols plus froids et par conséquent plus denses dans les réservoirs juste avant le décollage. Moins de 45 minutes pour remplir les réservoirs de l'intégralité d'une fusée, cela tranche effectivement avec les 1h37 minutes nécessaires pour la même opération lors du dernier vol, et voilà donc une première et nette différence entre les deux lancements. Ensuite, et en misant sur le fait que la troisième tentative se passe bien dès le début, on devrait assister, comme pour le second vol, à plus ou moins la même chose, si ce n'est que cette fois-ci, le couple S-28-B10 devrait atteindre une vitesse transsonique, donc pour rappel, c'est la vitesse qui est juste avant le Max Q, plus rapidement que le précédent couple S-25-B9. De même, pour la séparation à chaud des deux étages, pas de changement majeur, ou en tout cas pas de modification connue à cette heure, si ce n'est peut-être les fameuses nouvelles soudures apparues sur le B10 récemment, censées sans doute consolider sa résistance lors de sa manœuvre de retournement. Le but étant d'éviter ainsi sans doute un effet marteau d'eau comme celui que nous avons pu observer lors de la seconde tentative, mais pour le reste, et à moins que SpaceX n'ait adouci la manœuvre en tant que telle, cette étape reste similaire. On en arrive maintenant à la partie la plus intéressante puisque jamais réalisée auparavant, si toutefois et sans faire de mauvais esprit, le S-28 réussit à se défaire de son premier étage sans avarie cette fois-ci, à un peu moins de 12 minutes de vol donc, et si tout se passe bien, à 11 minutes et 56 secondes précisément, viendra le premier test qui consiste à ouvrir et à fermer la porte cargo.
Notez qu'il n'y aura pas de livraison Starlink, et cela paraît logique, chaque chose en son temps, les nombreux défis de ce troisième vol sont déjà bien assez corsés. Le S-28 sera donc le premier Starship avec une porte de soute non soudée et fonctionnelle, espérons-le. Ensuite, à 24 minutes et 31 secondes, nous devrions assister à quelque chose qui n'a jamais été fait encore une fois. Le prototype devrait exécuter son fameux test de transfert d'ergol interne, une procédure qui consiste à transférer de l'oxygène liquide depuis son header tank, un petit réservoir placé sous sa coiffe, jusqu'à son réservoir principal, environ 10 tonnes. Passé cette étape, le S-28 aura un peu plus d'un quart d'heure pour se reposer avant de rallumer un Raptor Vacuum, moteur qui pour rappel est optimisé pour le vide de l'espace. Un tout premier allumage dans le vide donc, après fonctionnement initial, une chose qui n'a encore jamais été tentée non plus ici aussi. Un test destiné à valider la procédure et le matériel, servant également à freiner le S-28 pour le faire retomber dans l'océan Indien. Bon, la vitesse orbitale ne sera pas tout à fait atteinte, mais l'entreprise, grâce à ce test, s'il s'avère concluant, sera en mesure de tenter une réelle orbite la prochaine fois, avec le S-29 par exemple. En revanche, si l'essai n'est pas concluant, c'est-à-dire en cas d'échec de rallumage moteur, eh bien le vaisseau retombera tout de même en pleine mer, ce qui sera un moindre mal. Bon, si tout se passe bien, 9 minutes plus tard aura lieu la rentrée atmosphérique, et si le vaisseau survit, nous assisterons à un amérissage dans l'océan Indien, et non pas au large des côtes hawaïennes comme cela a été initialement prévu pour le second vol, donc ici aussi une différence notoire. Alors en attendant que les équipes de SpaceX installent les Flight Termination Systems, ces explosifs qui permettent de détruire les 2 étages en cas de perte de contrôle, ce qui pour rappel a été le cas lors des 2 derniers vols, eh bien abordons pour finir cette revue des différences et similitudes des différentes étapes de vol entre les 2 tentatives, cette question des images embarquées. En effet, vous vous rappelez sans doute qu'en novembre dernier, nous n'avions pas été gratifiés de superbes images provenant des caméras embarquées de la fusée, le S-25 ayant sans doute perdu la connexion. Et bien notez qu'avec ces 2 rectangles renforcés, noirs de tuiles thermiques, les antennes du S-28 devraient être cette fois suffisamment protégées pour que nous puissions récolter ces fameuses images, et que l'autre entreprise d'Elon Musk, Starlink en l'occurrence, puisse nous faire profiter cette fois d'images époustouflantes en direct de la fusée, une différence de taille, on l'espère. Allez, on retourne sur le site de lancement pour des infos de dernière minute, avec tout récemment l'assemblage ce week-end à nouveau des 2 étages, et vous verrez que de ce côté-là, pour le coup, on note plutôt un net recul technique en raison de problèmes récurrents. D'ailleurs, peut-être que nous assistons là à un tournant dans le développement du programme Starship, puisqu'il est de plus en plus difficile pour les équipes de SpaceX d'aligner parfaitement les 2 boosters. Il a donc fallu que les équipes s'y reprennent à plusieurs fois avant de réussir un assemblage, et même chose pour faire coïncider le QD-Arm, le bras de ravitaillement, avec le 2e étage, et ce malgré les points de levage des bras de la tour, rafistolés en vitesse, et dont nous avons parlé récemment. Cette manœuvre d'assemblage ne sera pas aussi simple désormais qu'elle ne l'avait été par le passé. En effet, nous avons souvent pointé, Philippe en tête, les différents problèmes liés au terrain sur lequel est construit le pas de tir. Et Zach Golden se demande également si les chopsticks, les bras de la tour, ne pourraient pas aussi avoir tendance à fatiguer et à se courber un peu au fil du temps. Mais le stacking, c'est-à-dire l'empilement, a finalement eu lieu. Ouf, il s'en est suivi en toute logique d'une revérification de la capacité du QD-Arm à faire coïncider sa platine avec celle du S-28, mais là aussi ce n'était pas simple. Bon, on l'a dit juste avant, en amont de ces différentes opérations, les FTS, les systèmes qui permettent de détruire les 2 étages en cas de perte de contrôle de la fusée, ont également été posés sur le S-28 et le B-10. Puis, après un assemblage laborieux et différents tests, le fameux déluge de SpaceX, essentiel pour la protection du pas de tir, a pu être éprouvé et s'est avéré être tout à fait opérationnel. Il ne manque donc plus que la validation de la FAA. Donc à partir de demain, eh bien c'est plus ou moins le jour J. Alors si vous avez des pronostics quant à l'issue de ce 3e vol du Starship, les paris sont ouverts en commentaire. J'ai pour ma part hâte de vous lire et de prendre la température, ainsi que les différents avis au sein de la communauté des inspecteurs des travaux que vous êtes. Allez, passons maintenant aux questions des abonnés et aux réponses que vous apporte chaque mercredi Philippe Ribert, avec aujourd'hui pour commencer cette rubrique, la remarque de Shin Shepard. Merci encore à toute l'équipe du journal, le contenu est toujours autant complet et clair. Eh bien, un grand merci à toi Shin. Les technologies évoluent tellement vite qu'on pourrait imaginer dans quelques années un Starship à propulsion atomique qui augmenterait sa charge utile à condition que les moteurs ne soient pas aussi lourds que les ergols du carburant. Eh bien pour te répondre, nous avons déjà abordé le sujet de la propulsion non chimique dans une précédente réponse, mais profitons-en pour rappeler certains points fondamentaux. La seule solution actuellement opérationnelle en ce qui concerne la propulsion spatiale pour des engins lourds et massifs, c'est la combustion chimique.
Ceci ne correspond pas à un choix arbitraire, mais à une obligation imposée par les règles de la physique universelle. Et oui, dans notre univers, les équations de la mécanique générale nous montrent que pour avancer dans une direction, il faut pousser fort dans la direction opposée, ici plus précisément il faut éjecter de la matière dans la direction opposée, et c'est ce que l'on nomme couramment l'effet action-réaction. La deuxième loi fondamentale des équations que nous a laissé Newton nous dit que pour accélérer en ligne droite un objet de masse m, il faut lui appliquer une force F dont l'intensité va déterminer l'accélération obtenue. Ce qui s'écrit en langage mathématique, F égale m fois a. Ou, dit en bon français, la poussée requise pour accélérer notre engin spatial est égale au produit de sa masse par l'accélération désirée. Un gros vaisseau de masse importante, comme le Starship, va donc nécessiter une plus forte poussée qu'un vaisseau plus léger, comme une Falcon, pour une accélération identique. Profitons-en pour rappeler ici que le champ de gravitation d'une planète se comporte comme une accélération, mais qui agirait dans le mauvais sens, ce qui fait que notre fusée, en décollant du sol, va devoir fournir une première tranche d'accélération juste pour annuler celle opposée de la gravité. Vous savez, c'est le fameux Gravity Drag dont on a déjà parlé quelques fois. Cette première étape ne communique aucune vitesse à notre fusée, mais la libère simplement de son poids. L'excédent de poussée, s'il en reste bien sûr, permettra quant à lui une mise en mouvement vers le haut, pour peu que l'accélération puisse être maintenue suffisamment longtemps. Toutes ces notions se retrouvent miraculeusement réunies dans la géniale équation de Tsiolkovsky, abordée dans un épisode spécifique du Journal de l'espace le lundi, il y a quelques mois. Ça ne devrait donc plus avoir trop de mystère pour vous les terriens. Elle fait la synthèse de ces notions en permettant de calculer rapidement l'augmentation possible de la vitesse d'une fusée qui avance par effet action-réaction en éjectant une masse de gaz chaud à grande vitesse tout en s'allégeant suite à la consommation de ses ergols. Nous avons maintenant en main toutes les cartes pour bien comprendre les enjeux de la propulsion spatiale et de ses évolutions futures. Reprécisons bien ici que toutes les technologies motrices envisageables à court ou moyen terme restent basées sur ce sacro-saint et incontournable principe d'action-réaction. Il n'est en aucun cas raisonnable de rêver à des solutions du type Warp ou autre fantaisie romanesque de déformation de l'espace-temps, en tout cas ici sur le journal de l'espace. Il y a donc la science-fiction pour rêver et la science pour nous remettre les pieds sur terre. À chacun son domaine, et comme on le disait encore il y a 15 jours, aujourd'hui c'est encore la science qui fait voler les fusées. Ainsi, les prochaines générations de moteurs auront toujours besoin d'une masse de gaz stockée dans le réservoir. Simplement, ces gaz ne serviront plus à alimenter une combustion dont le seul rôle est de les échauffer afin de pouvoir les expulser le plus énergiquement possible. Cette fonction de réchauffage peut tout à fait être déléguée à une source d'énergie non chimique, par exemple nucléaire ou électromagnétique. In fine, la propulsion restera dans tous les cas mécaniquement due à la mise en vitesse puis à l'éjection d'une masse de gaz, indispensable matière sacrifiée sur l'autel de l'action-réaction qui elle seule permet de créer une poussée. Libéré de toute combustion chimique, il devient possible d'éjecter à peu près n'importe quoi de massif. Le recul d'un canon qui tire un obus en est un excellent exemple. Exit donc le méthane, le kérosène, l'oxygène et tous les autres couples carburant-oxydant corrosifs. La seule exigence, c'est de chasser de la matière le plus vite possible pour avancer dans la direction opposée. Des démonstrateurs technologiques existent déjà depuis plusieurs années dans le domaine de la propulsion spatiale thermique nucléaire. Ici, un gaz est chauffé par un petit réacteur à fission, puis éjecté par une traditionnelle tuyère. Le gaz utilisé reste néanmoins de l'hydrogène, mais pour une toute autre raison. Ce gaz est en effet stable à très haute température, qui peut atteindre 2700 degrés Kelvin, et est de plus un excellent caloporteur. Il va capter efficacement les calories délivrées par le réacteur, puis se détendre très fortement en se vaporisant, créant ainsi un important flux de gaz à envoyer ensuite dans la tuyère. Il sera éjecté dans le vide de l'espace sous sa forme chimique pure, c'est-à-dire non associée à d'autres atomes, pour former de complexes molécules de gaz issues d'une combustion. Et ceci n'est pas forcément un avantage dans la mesure où l'hydrogène est le corps atomique le plus léger de l'univers, et que le rejeter, même à très haute vitesse, ne fournit finalement pas une poussée énorme. La densité d'impulsion qui caractérise la force de la poussée est modeste, c'est le point faible de cette technologie. Les plus gros prototypes ont péniblement atteint une dizaine de tonnes de poussée, et rappelons que dans les moteurs fusées chimiques classiques brûlant de l'hydrogène comme le moteur RS-25 qui équipe la fusée SLS, le gaz issu de la combustion c'est bien de la vapeur d'eau, une molécule intrinsèquement plus lourde à cause de la présence de l'atome d'oxygène. Le rendement, représenté par l'ISP, est par contre excellent, largement supérieur aux meilleurs moteurs classiques brûlant du dihydrogène, atteignant une valeur de l'ordre de 800 secondes sur les premiers prototypes développés.
Cette faible poussée, inhérente à la nature même de ce mode de propulsion, interdit donc tout décollage d'une fusée depuis le sol. La poussée permise par les moteurs nucléaires ne permettrait même pas de soulever le vaisseau de son support. Et oui, nous revoilà donc face à notre inexorable et pénible Gravity Drag. Donc installés sur les Heavy Boosters, nos moteurs chimiques Raptor ont donc encore de beaux jours devant eux. Alors est-ce la fin du rêve ? Eh bien pas tout à fait, puisqu'une fois dans l'espace, ce type de motorisation se retrouve par contre dans son élément. Il n'y a en effet plus de poussée titanesque exigée pour s'arracher à une bien cruelle gravité, il lui reste un excellent rendement associé à une possibilité de longue durée de marche dans l'espace, la consommation étant raisonnable. Ce sont donc les voyages extra-orbitaux au long cours qui profiteraient le mieux à ce type de moteur. Une poussée moyenne mais maintenue dans le temps permettrait par exemple de diviser par 2 ou 3 la durée d'un voyage vers Mars, ce qui serait un sacré avantage pour l'équipage. Un Starship nucléaire serait donc techniquement envisageable à moyen terme, mais avec de profonds aménagements cependant, pas dans le but de gagner sur la charge marchande malheureusement, car il faut tenir compte du poids supplémentaire du réacteur nucléaire et de ses blindages de protection. Ayons bien à l'esprit que comme nous ne profitons plus de l'énergie chimique libérée lors de la combustion, une énergie thermique équivalente doit néanmoins être fournie par notre réacteur nucléaire. Les valeurs de puissance sont colossales sur un moteur fusée traditionnel, et pour arriver à de tels niveaux avec un propulseur nucléaire, eh bien il faudrait un réacteur digne de celle de nos centrales électriques terrestres, ce qui serait totalement intransportable. C'est donc bien à cause de cela qu'il ne sera jamais possible d'obtenir des niveaux de poussée comparables à nos Raptor V2 ou V3. Notre ami Tsiolkovsky enfonce encore le clou avec sa diabolique formule, car le rapport masse initiale, masse finale qui y figure indique clairement que pour être performant, la masse à vide de notre véhicule spatial doit être la plus faible possible afin d'obtenir un rapport plus favorable. Voilà donc qui va limiter drastiquement notre réacteur dans sa course à la taille. Un bon point cependant, la masse totale de gaz propulsif embarqué, réduite au seul hydrogène, sera très largement moins importante que sur un vaisseau à propulsion chimique traditionnelle, et plus les vaisseaux seront légers, mieux ce genre de technologie fournira un réel avantage. À la clé, eh bien, on aura un delta V possiblement supérieur sur les longs voyages interplanétaires, permettant d'envisager des destinations plus exigeantes sur ce plan. Malheureusement, notre Starship nucléaire, une fois arrivé sur place, ne pourra pas atterrir à la surface de sa planète de destination, toujours par manque de poussée. Au mieux, eh bien, il pourra toujours se placer en orbite. Bon, la solution du thermique nucléaire n'est pas la seule technique non chimique envisageable, il en existe d'autres, déjà en exploitation d'ailleurs. On peut citer les thrusters ioniques qui éjectent des atomes ionisés froids, accélérés par un champ électrique, les thrusters à plasma qui éjectent un plasma ionisé chaud dans une tuyère, ou à l'aide d'un champ électromagnétique puissant. Le problème, c'est que toutes ces techniques sont déjà quasiment matures et ne laissent pas entrevoir de réelles possibilités d'obtenir de très fortes poussées requises pour un vaisseau de la taille d'un Starship. L'avenir prévisible court et moyen terme de ces technologies avancées risque donc bien de se limiter aux petits vaisseaux et autres satellites d'exploration non habités qui devront toujours être propulsés pour s'échapper de la gravité de notre planète par nos traditionnels mais très puissants moteurs chimiques. Ce n'est ici bien sûr pas un aveu d'échec, mais simplement un constat, la propulsion chimique sous son aspect un peu rustique de brasier fumant et crachant est en fait ce que la nature a de mieux à nous offrir pour décoller de notre bonne vieille Terre, et c'est d'ailleurs une chance, c'est la seule qui permette les incroyables poussées obtenues par un Heavy Booster, et encore il s'en est fallu de peu que nous ne soyons définitivement scotchés au sol. Songeons en effet que si la gravité terrestre avait été ne serait-ce que de 10% plus élevée, eh bien avec l'équation de Tsiolkovsky, aucun vaisseau n'aurait jamais pu rejoindre l'espace. La marge de manœuvre pour nous autres terriens est faible mais jouable, et songeons alors aux pauvres extraterrestres nés sur une planète plus grosse que la nôtre et qui ne pourront donc jamais en décoller. C'est peut-être bien pour ça aussi que l'on ne voit pas d'énormes vaisseaux aliens venir faire commerce avec nous. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'explications pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a bien failli rester scotché sur notre planète et être condamné à y rester sans jamais pouvoir aller dans l'espace, eh bien vraiment je vous invite à aller visionner cette vidéo que nous avions fait sur l'équation de Tsiolkovsky. Vous avez énormément de culture générale spatiale à aller y prendre. Et voilà les terriens, encore un grand merci pour vos nombreuses questions en commentaire et ce tour d'inspection supplémentaire des travaux au sein de la Starbase. Pour soutenir la nouvelle chaîne et le travail de l'équipe, eh bien n'oubliez pas qu'il vous suffit de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de surtout bien partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et de nous faire part de votre avis, suggestions, questions ou pronostics en commentaire, sans oublier bien évidemment de faire briller le pouce en l'air de YouTube. Pour rappel, ça nous aide beaucoup que vous regardiez cette vidéo sur cette nouvelle chaîne du journal de la Starbase et non pas le lendemain sur le journal de l'espace, la chaîne principale, si on veut pouvoir faire la transition rapidement et ne pas poster en double chaque semaine. Donc les terriens, je compte sur vous et je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve dès vendredi pour l'actualité spatiale du journal de l'espace. À très bientôt les terriens.